2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, le show qui vous parle, le show qui vous écoute jusqu'à 18h, le LGF, le grand forum. Dans un instant, dans le LGF, nous serons avec le professeur Samir Abslam pour parler évidemment de cette arrivée, de cette nouvelle année musulmane qui commence, je le disais, pour les uns aujourd'hui. Pour les autres, demain, l'année 1439, quoi qu'il en soit, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, une très bonne année à tous les musulmans du monde entier, évidemment. Et en ce jour de cette nouvelle année, on doit avoir un espoir de paix, bien sûr, pour tous ces pays et toutes ces populations qui connaissent la guerre, l'oppression et tout ce qui s'ensuit. Avec le professeur Samir Abslam, dans un instant, vous pourrez lui poser toutes vos questions. On parlera aussi de justement d'un colloque qui s'est tenu au mois de mai dernier en Turquie et qui se dirige vers un calendrier unifié pour l'ensemble des pays musulmans dans le monde. Voilà, qui va régler bien des problèmes. On en parle ensemble au 01 40 33 9000, évidemment, sur France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, le show qui vous parle, qui vous écoute, liberté d'expression, la vraie, oui, ici tous les jours 16h 18h avec vous, chers amis auditeurs, le numéro de téléphone que vous pouvez composer avec nous pour échanger, essayer de comprendre, de débattre. Tous les jours, on essaie, en tout cas, au travers de différents sujets. Au 01 40 33 9000, j'accueille avec moi aujourd'hui le professeur Samir Abslam. Bonjour professeur, salam alaikum. Bonjour Christophe, salam wa rahmatullah. Alors je vous ai convié parce que aujourd'hui, semble-t-il, on va essayer d'être le plus précis possible, c'est pour ceux qui sont adeptes et suivent le calcul astronomique, le Nouvel An Muharram, donc le premier jour de l'année 1439. Pour les autres, eh bien, c'est demain. Alors, je vais préciser que pour la plupart des organisations musulmanes de France, c'est aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour le CFCM, à l'exception de la mosquée de Paris qui, elle, annonce le jour de Muharram pour demain. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, un peu polémique et un peu qui pose question. On s'y attardera si vous le souhaitez tout à l'heure. Pour l'heure, la première question que j'ai envie de vous poser d'abord, et la question principale, j'ai envie de dire aujourd'hui, pourquoi cet événement est finalement peu relayé, peu connu? Non, pour être juste, moi je crois que il y a quelques années, c'est vrai que le jour de l'an musulman, c'est comme ça qu'il faut le présenter, est devenu connu quand même, parce que là, lorsqu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça, il n'y a que en fait souhaiter nouvel an, bonne année de l'hégire. Et d'ailleurs, je profite pour aussi présenter mes vœux, présenter en fait mes souhaits pour tout ce monde musulman, avec toute l'humanité entière, une bonne année de l'hégire. C'est vrai que contrairement par exemple au Nouvel An chinois qui prend son ampleur, qui est relié, comme tu dis, qui est médiatisé en France. Nouvel An aussi juif, c'est pareil. Bon, on parle pas. D'ailleurs, c'est en ce moment. On va souhaiter aussi une bonne année à nos amis juifs parce que c'était Rosh Hashanah, donc nouvelle année également pour eux. Exactement. Voilà, ça tombe cette année. En fait, on fête ensemble Nouvel An. C'est très bien. En fait, il faut savoir une chose, c'est que toutes les communautés du monde, en fait, posent une journée. En fait, se fixe une date pour commencer l'année. Alors, on sait très bien qu'il y a deux calendriers, le calendrier lunaire, le calendrier solaire. Nous, les musulmans, nous avons de la chance, je pense à nos enfants, de fêter les deux, d'avoir deux calendriers pardon, dans l'année. Un qui est calendrier en fait lunaire, qui commence en fait, on va dire aujourd'hui, en fait c'est ce mois, voilà, pour être plus disons pédagogue par rapport à la réalité des choses. Maintenant, je crois que les instances musulmanes ont la responsabilité aussi de nous faire part des calendriers. Et je crois, si la question doit être posée aujourd'hui, c'est aux institutions musulmanes. Pourquoi telle fois d'heure pour toi, en fait, juste on souhaite, etc. Je crois que les institutions, auprès des instances officielles de ce pays, doivent aussi valoir le droit d'avoir une journée fêtée, célébrée, qui doit marquer les esprits et qui doit nous réveiller sur une réalité qui, à un certain temps de l'histoire de l'humanité, effectivement, elle a été balayée. On sait très bien que l'empire, ce qu'on appelle ottoman,
en fait, jusqu'à nouvel ordre, les musulmans fêtaient et décidaient les jours et les nuits et les mois selon le calendrier lunaire. Alors, le pourquoi, ça c'est toute l'histoire qui répondra, mais pour nous, aujourd'hui, je crois que comme chaque année, France-Maghreb, en fait, par ton biais, par le biais d'autres émissions, on essaie quand même de marquer le coup, comme on dit, et de dire nous sommes présents pour cette annonce, pour cette célébration, pour ce jour très important qui déjà révèle et nous rappelle l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ça en fait. Parce que si tu permets, en fait, brièvement, ce qui s'est passé, c'est que les biographes, les historiens musulmans ont essayé avec leur modestie, avec leurs calculs, etc., de dire quel est l'événement qui va nous permettre de dire voici à partir de quelle date, de quel moment, de quel jour on va décider que on est un nouvel an, on est au début de l'année ou pas. Alors, ils ont cherché, la mort du prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas correspondre, il paraît. Ils ont essayé de chercher la naissance, c'est pareil, en fait, c'est pas un événement qui marquera l'esprit par rapport au nouvel an. Et là, ils ont trouvé qu'effectivement, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam, il a décidé de partir, de quitter la Mecque pour aller à Médine parce que les Mécois, ce sont ses cousins, ses proches, ne l'ont pas accepté en tant que prophète, il a trouvé un accueil chaleureux à Médine et de là, on marque le nouvel an musulman, disons, de l'Hégire, hein, c'est lunaire, pour être clair. Alors, voilà. Ça c'est pour la partie histoire et c'est très intéressant, professeur Sami. Maintenant, je vous demande comment, j'allais dire de manière traditionnelle, comment fait-on l'arrivée de cette année donc hégirienne? Et est-ce qu'on la souhaite d'abord et de quelle manière? Oui, en fait, ça souhaite parce que, en fait, comme on le fait avec le nouvel an, solaire, hein, bonne année. Oui. Bonne fête, c'est très festif. Voilà, en fait. Oui, c'est important tout ça. En fait, surtout, je te rappelle, Christophe, quand même, que dans beaucoup de pays musulmans, c'est un jour férié. Ouais. Voilà. Donc, et qui marque les esprits par des célébrations très diverses, sachant que les peuples, hein, les pays, les sociétés musulmanes sont tellement différentes qu'ils accueillent le nouvel an de l'Hégire par des traditions bien précises et bien différentes. Alors, dans beaucoup de pays, c'est le sucré qui va dominer. Ouais. Dans d'autres, c'est un plat en fait, voilà, à la couleur verte parce qu'on aimerait bien souhaiter que cette année soit meilleure, etc. Nous savons très bien que les médias de l'État aussi célèbrent à leur manière par exemple ce qui est connu dans beaucoup de pays, hein, que ce soit Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Les télévisions en fait célèbrent le Nouvel An par le film le plus célèbre en fait qui est Le Messager. Ah oui. Hein, ouais. Voilà, en fait alors ce sont des manières d'abord de marquer cet instant, de vivre cet instant. Il y a d'autres tendances qui voudraient, surtout dans les mosquées, nous avons la certitude que demain le vendredi, et ça tombe très bien, que pas un seul imam ne parlera pas de cet événement. En fait, demain, je crois le vendredi, dans tous les pays musulmans, dans tout le monde musulman, la prière de vendredi, qui est le plus grand rassemblement, sera en fait à la couleur de cet événement. Donc, les imams vont rappeler l'événement de l'Hégire et tirer les enseignements, les conséquences de cet événement. Alors maintenant, je voulais qu'on parle avec vous parce que ça en découle finalement sur un problème que nous rencontrons assez fréquemment, alors que ce soit pour le Ramadan, d'une part pour la fixation du début ou de la fin du Ramadan. Sachez que, mon cher Sami, il y a eu donc du 28 au 30 mai dernier, ça date un petit peu maintenant, mais des savants musulmans qui qui ont adopté un principe d'un calendrier lunaire pour tous les pays musulmans, lors d'un congrès international donc organisé à Istanbul du 28 au 30 mai, des États-Unis à la Malaisie, en passant par l'Europe, le Maroc, l'Arabie Saoudite, plus de 150 personnalités religieuses et différents spécialistes venus des 4 coins de la planète se sont donné rendez-vous pour le congrès international visant à l'unification d'un calendrier donc pour tous.
Est-ce que vous pensez, au-delà de l'aspect technique et pour rentrer, si vous voulez, à l'intérieur de la gestion de pays, notamment qui sont non musulmans et qui fonctionnent au travers de différentes organisations musulmanes, est-ce que vous pensez qu'à terme c'est possible de travailler sur une union pour un calendrier unique pour tout le monde musulman? Moi, je crois que cette volonté d'unification ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle est très très ancienne. Et rappelons juste une chose par rapport au Ramadan, en fait, c'est la Turquie qui a pris l'initiative depuis très très longtemps. Hein, on parle des années 70 quand même, hein, vouloir unifier, etc. Alors maintenant, il y a des enjeux politiques. Hein, il faut bien le reconnaître, il faut bien le dire. C'est que le changement de la date, c'était un grand événement pour les musulmans dans le monde entier, et que pour des raisons de colonisation, pour des raisons de domination aussi, on a essayé d'imposer aux musulmans un calendrier solaire. Ça aussi, il faut bien le rappeler, c'est très important. Maintenant qu'il y a un retour à la normale, disons, pour unifier, ça prendra le temps qu'il faut. C'est tout à fait normal, hein, pour moi. En fait, c'est pas. Si on arrivera déjà à s'unifier sur une grande date qui est un des plus grands événements en fait planétaires des musulmans, qui est le mois de Ramadan, je crois qu'on réussira un jour en fait à se sentir unis. Mais pour être pragmatique, pour être réaliste aussi, n'attendez pas de ces pays qui n'arrivent pas à s'entendre sur des intérêts communs à ce que ils fassent pareil pour une date ou pour un calendrier. Moi personnellement, je reste optimiste, mais peut-être c'est pas le moment encore. Il reste beaucoup de choses à faire. Nous avons tellement des points communs entre tous les pays musulmans qu'on pourrait un jour s'unifier sur un intérêt économique en particulier, sur un intérêt social, pourquoi pas aussi, en cassant ses frontières. Et je sais pas maintenant, est-ce que on mettra en valeur en fait l'histoire du calendrier ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas personnellement. En fait, parce qu'il y a aussi une autre volonté, Christophe, volonté encore, c'est aussi unifier les musulmans sur les congés, en fait, sur les week-ends. Ah, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui aimeraient bien s'aligner sur le samedi, dimanche pour qu'il y ait des intérêts commerciaux. Économiques, bah oui. Économiques, voilà, effectivement. Alors, moi je crois que si les musulmans de France, avec leur instance aujourd'hui, qui malheureusement, encore une fois, puisque tu connais mieux que moi ce qui s'est passé dernièrement par rapport à notre cher ami turc qui a pris la tête de CFCM, ouais. Voilà, en fait, les conflits, les trucs machin, nationalisme, le régionalisme aussi, je crois que on est un peu loin, mais ça peut être possible. Et j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est très important. Moi, ce que j'ai pas compris en fait jusqu'à présent, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi l'instance française reconnaît le Maoulid comme une journée de fête et non pas le Nouvel An de l'Hégire. Oui, c'est une vraie question, et encore une fois, c'est peut-être le rôle du CFCM d'aller faire ce travail. Parce que moi j'ai une petite réponse. Hein. C'est que le Maoulid représente un peu la spiritualité, etc. Il y a tout un mouvement en fait de ceux qui s'accrochent à le Maoulid, etc. Mais Nouvel An de l'Hégire, peut-être aussi, ça fera peur. Un peu, et peut-être, je sais pas. De toute façon, on peut se poser cette question, puisque nous le savons très bien que le Nouvel An solaire, nous avons droit à une journée, puisque ça se fête, etc. Je crois aux musulmans. Moi, c'est comme chaque année, je fais appel à ces commerçants dans des endroits où il y a une densité de musulmans, comme la place de Couronne. Je donne juste un petit exemple. Aussi, il n'y a aucune affiche, il y a aucun effort. Aucune volonté de ces commerçants aussi d'afficher cette identité qui ne peut qu'être riche pour la France. Hein, elle n'est pas contre-productive
pour la société française. Au contraire, je prends l'exemple, Nouvel An chinois, c'est aux Champs-Élysées qu'on le fait. Hein, oui, c'est vrai. Et vous faites bien de le dire parce que peut-être que là aussi ça montre un problème que nous avons ici, au sein des musulmans, c'est ce problème d'unification. Vous avez aujourd'hui la plupart des musulmans qui suivent aussi leur pays d'origine. Et quand vous regardez un petit peu la carte, vous apercevez que la plupart des pays fêtent l'arrivée de la nouvelle année 1439 demain. Et que les pays qui fêtent aujourd'hui sont un petit peu minoritaires. Donc vous avez aussi ces deux franges de musulmans qui ne sont pas d'accord entre eux et qui décident de suivre leur interprétation. Donc comment voulez-vous après vous faire connaître une fête, un jour important auprès du grand public si déjà entre vous-mêmes vous n'êtes pas d'accord? Christophe, je crois qu'il faut qu'on se dise les choses en face. Hein. Aujourd'hui, l'histoire des calendriers, de la fixation, etc., c'est un enjeu politique. Il faut bien le reconnaître. D'accord ? C'est pas. Je crois qu'aujourd'hui, les choses qu'on n'a pas dit depuis très très longtemps, il faut aujourd'hui qu'on soit honnête, qu'on a l'audace pour dire les choses en face. Aujourd'hui, il y a un enjeu politique. Celui qui croit détenir, celui qui croit commander à partir de l'annonce, donc c'est lui qui va avoir plus de poids. C'est ça le problème. Donc malheureusement, souvent, on revient toujours au point de départ qui divise et non pas qui unifie. Malheureusement pour les musulmans de France, mais encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que nous avons la certitude aujourd'hui que cette attache au pays, malheureusement, aujourd'hui, il y a qu'une minorité par rapport à si nous voyons nos enfants aujourd'hui, ils sont plus attachés à leur pays natal de France que leur pays, que le pays de leurs parents. Je crois que c'est important aujourd'hui et la majorité, ce sont ces jeunes, la majorité, ce sont ces cadres, la majorité, ce sont ces musulmans qui revendiquent leur identité et ils aimeraient bien aussi avoir une attache planétaire d'identification globale avec l'identité française. Je crois que c'est très important de le dire aussi. Bien sûr, ça je ne le nie pas, cher Samy, mais quand vous voyez que une grande institution quand même qui est la Grande Mosquée de Paris oui. Le fait demain, vous voyez que pour le grand public, moi encore une fois, c'est vraiment pour le grand public, comment voulez-vous qu'on comprenne? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais de toute façon, moi ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que malheureusement, encore une fois, mais il faut aussi relativiser. Moi, je crois que un jour près, un jour avant, un jour après, de point de vue symbolique, ça change rien. Hein, c'est comme ça, en fait, parce que fêter le mois. Moi, je préfère parler du mois. C'est le mois de l'hégire et non pas le jour de l'hégire. Ça aura plus d'effet sur une marge de manœuvre pour tous les musulmans. Et l'essentiel, c'est que qu'est-ce qu'on tire de cet événement? L'essentiel, qu'est-ce que représente cet événement dans l'esprit et dans l'imaginaire et pour la culture de base pour les musulmans? C'est ça la grande question aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Ça fait quoi exactement? Ça fait quoi pour un citoyen appartenant ou déclarant son islamité? Ça fait quoi exactement dans sa tête, pour sa pensée, pour son comportement, pour ses sentiments, pour ses ressentis? Ça fait quoi exactement qu'il entend ou qu'il adhère ou qu'il écoute ou qu'il sache que effectivement nous sommes le nouvel an de l'hégire? Ça fait quoi exactement? C'est ça, je crois, la plus grande question. Elle est là. En fait, comment instrumentaliser, excusez-moi le terme, comment utiliser ou comment faire avec un événement qui est planétaire, qui est très important aujourd'hui pour notre union, pour notre fédération, pour notre volonté aussi, et surtout pour notre action pour ce pays. C'est ça, je crois, le plus important. Nous avons des certitudes aujourd'hui que toutes les études ont démontré que plus l'individu il est ancré, il est attaché, il est inséré, il est enraciné dans ses origines de base en fait lointaines, plus c'est quelqu'un qui sera ouvert à la société.
C'est ça qu'on n'a pas malheureusement compris. Je crois que c'est très important. Et les Pays-Bas, les pays scandinaves, ils ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris que pour qu'un enfant, donc un citoyen, donc un être humain, donc une personne puisse s'ouvrir sur la société, contribuer et se sentir bien dans sa peau pour qu'il puisse donner un maximum, on doit aussi reconnaître son identité propre à lui, puisque je rappelle que l'être humain, il peut avoir plusieurs identités. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule identité. Je peux avoir appartenir à plusieurs cultures, avec une culture de base, et c'est ça qui fait la grandeur de l'être humain. Alors, Samy, si des auditeurs évidemment souhaitent nous expliquer un petit peu comment ils fêtent l'arrivée de cette nouvelle année nigérienne, encore une fois, au nom de toute l'équipe de la radio, une très bonne année à tous les musulmans, et que cette année puisse résonner. Un peu utopique de dire ça, mais en tout cas on l'espère, avec le mot paix dans beaucoup de populations. Je pense au Rohingya, je pense en Centrafrique, je pense en Irak, en Syrie, au Pakistan, en passant par la Libye, et j'en oublie évidemment en tout cas toutes ces populations qui sont qui sont assassinées, qui sont oppressées, qui sont opprimées. Pensons et ayons une grande pensée pour eux. Donc 01 40 33 9000 pour nous dire comment vous fêtez cette arrivée de cette nouvelle année, et soyez francs avec moi. Est-ce que vous l'avez entendu, est-ce que vous en avez entendu parler de cet événement qui en est il y a quelques jours, ou vous l'avez appris aujourd'hui? Dites-nous 01 40 33 9000. Samy, pendant que je vous tiens, et pour finir, une petite question qui n'est pas sans une petite provocation, vous me connaissez. La Tunisie, un pays musulman, a donc la semaine dernière décidé, c'était il y a pas plus tard que jeudi dernier, d'autoriser au travers d'une loi les femmes tunisiennes à se marier avec des non-musulmans. On en a parlé ici même avec Tarek Mami et Mourad Goual la semaine dernière. Là, c'est votre avis de Samy Absam, professeur religieux, qui m'intéresse. Beaucoup de commentaires ont fleuri sur les réseaux sociaux, notamment, oui, il faudrait retirer l'étoile du drapeau tunisien. Est-ce que vous comprenez d'abord cette décision? Voilà, tout d'abord, j'aimerais bien corriger un point très important. En fait, c'est pas une loi, hein, c'est un décret qui a été supprimé. En fait, c'est pas ça, c'est pas autorisé. Non. Vous avez raison, vous avez bien fait de me corriger. C'est un décret. Mais quoi qu'il en soit, l'issue est le même, c'est-à-dire que la femme tunisienne aujourd'hui est libre. Ça change complètement parce qu'on n'est pas dans la loi là. C'est pas la même chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de Tunisiennes, Marocaines, Algériennes, etc. En fait, beaucoup, j'exagère un peu, en fait, n'ont pas attendu la levée, soi-disant, de l'interdiction pour se marier avec un non-musulman. Qu'on soit d'accord. Oui, mais islamiquement parlant. Oui, non, mais attends, j'arrive, parce que islamiquement parlant, il faut réfléchir. Hein, c'est ça aussi. La deuxième des choses, c'est que pour moi, ça va rien changer à la réalité. Hein, la musulmane qui a depuis des siècles, depuis toujours cru que effectivement, en fait. Ah oui, on vous appelle, oui, c'est ça. Non, en fait, la fille musulmane ou la femme musulmane ou la citoyenne musulmane qui a toujours cru qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec un homme musulman que lorsqu'il devient musulman, en fait, ça va rien changer. Hein. Mais moi, j'ai une autre lecture de la réalité de la Tunisie, c'est que c'est un très ancien combat, hein, date depuis très très longtemps, c'est pas nouveau. Mais je crois personnellement, et parce que je crois qu'il va rien changer de la réalité des choses, même s'il touche à un texte, mais en réalité il n'a pas touché à un texte. En fait, c'était une levée d'interdiction, uniquement ça. Hein, c'est pas remplacer une loi, parce que pour moi, pour moi, mais vous répondez pas à ma question, Samy. Islamiquement parlant. Non, islamiquement parlant, toute femme musulmane sait très bien qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman tant qu'il s'est pas converti, tout simplement. Donc, la Tunisie ne peut pas se considérer comme pays musulman, donc. Non. Franchement, tu vas m'excuser, en fait, c'est pas la bonne question. Ah bah c'est ma question. Peut-être c'est pas la bonne, mais c'est la mienne en tout cas.
Voilà, exactement. C'est pas la bonne question de dire puisque c'est comme ça, donc elle n'est plus. Non, la Tunisie, elle a toujours été un pays musulman et elle restera jusqu'à la fin des temps des êtres humains parce que c'est comme ça. C'est l'histoire. On peut pas changer l'histoire. Maintenant qu'il y a des manipulations, maintenant qu'il y a en fait pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu une guerre idéologique. C'est ça ce que je voulais dire. C'est effectivement aujourd'hui cette histoire, elle n'est que une guerre théologique. Elle n'est pas religieuse. C'est pas vrai du tout, pas du tout, hein, parce que le fait de lever une interdiction avec un décret n'a pas changé les textes. C'est ça ce qu'il faut savoir. Parce que pour moi, ça ne veut pas dire que, allez, hop, on va supprimer le Coran, le texte coranique qui interdit. Ça ne veut pas dire qu'on va permettre et non pas interdire. Moi, c'est pas ma lecture. Ma lecture, c'est que effectivement, il y a depuis très longtemps, et moi je le trouve ça, c'est très bien en Tunisie, qui a en fait, ce va-et-vient entre oui et non, oui et non, oui et non. Il y a une décision politique qui a été faite, qui n'a rien à voir avec la législation tunisienne, puisque la Tunisie, elle a comme source législative au niveau religieux, c'est l'islam. Voilà. Oui, encore une fois, ça interpelle. Ça interpelle, Samy. Que maintenant, on va utiliser, on va faire une lecture en fait idéologique sur un acte profane. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pays reste un pays musulman. La femme musulmane tunisienne, elle sait très bien, elle le sait, c'est une conviction, même si on ramènera toutes les lois de la terre, elle ne changera pas. Maintenant qu'il y a des Tunisiennes qui sont ravies, qu'elles trouvent dans ce texte, en fait, un alibi pour se marier, personne ne l'empêchera. Bon, ceci étant, évidemment, vous comprenez que ça interroge un certain nombre de personnes, évidemment. Mais c'est normal. Et c'est normal, bien sûr. C'est basique, quoi, je veux dire, voilà. Normal, non, mais c'est pas ça, parce que on a l'impression de dire, voilà, puisque c'est comme ça, donc le pays n'est plus musulman. Ça, en fait, il y a pas de rapport. Voilà. C'est pour cette raison. Si vous permettez, Samy, quand vous dites qu'il n'y a pas de rapport, excusez-moi, moi j'en trouve un pays qui se dit musulman et qui ne respecte pas l'un des quand même, c'est indiscutable là-dessus que le fait qu'une femme n'ait pas le droit de se marier avec un non-musulman, c'est indiscutable, Samy. Donc, vous voyez, si on commence à déroger sur certaines règles, après, les limites peuvent vite être franchies. Voilà, c'est la réflexion que je pose. Tous les pays qui se réclament musulmans aujourd'hui n'appliquent pas l'islam. Ah, ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais le problème, il est là. Est-ce que ces pays appliquent l'islam ou pas? Parce que l'islam, c'est pas une femme qui va pas se marier, musulmane, qui va pas se marier avec un homme musulman. C'est pas ça du tout. Ouais. C'est jamais le cas. C'est pour cela que moi, je trouve, et j'ai beaucoup aimé une très très belle analyse, c'est un faux problème. Pour moi, le vrai problème en Tunisie, c'est que, après la liberté, où est l'égalité? Ouais. Ça se cherche, ça se travaille. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas, professeur, d'avoir été disponible pour nous répondre à nos quelques questions et pour surtout évoquer ce jour important qui est donc l'arrivée de la nouvelle année hégérienne 1439, que je vous souhaite évidemment excellente pour vous, Samy, professeur Samy, et pour l'ensemble de votre famille. Merci beaucoup, à très vite. Merci, Christophe. Merci beaucoup, bonne soirée. Dans un instant, on va changer de registre. On va s'infiltrer, comme chaque semaine dans cette émission du LGF, dans les couloirs de l'Assemblée nationale et des ministères avec Nizar X qui arrive dans un instant. Et bon début de semaine, bon retour à la maison évidemment, sur France Période 2 dans votre LGF. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ah, voilà. On va pouvoir y aller, messieurs, dames. C'est le moment de retrouver celui qui s'infiltre dans les couloirs de l'Assemblée nationale, dans les couloirs des ministères, pour nous donner des petites informations croustillantes. Évidemment, des informations que vous n'entendez nulle part. Avec, si vous le souhaitez, avoir des informations, des questions sur le fonctionnement ou sur une éventuelle affaire au sein de l'Assemblée nationale, vous pouvez appeler, bien entendu, à n'importe quel moment, 01 40 33 9000. C'est parti donc pour les coulisses du pouvoir. Nizar X, bonsoir. Bonsoir Nizar, bienvenue.
Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir en tout cas les auditeurs de Radio France Maghreb 2. Alors Nizar, il y a eu pas mal de choses au sein de l'Assemblée nationale, notamment ce séminaire des députés En Marche. Tout à fait. Oui, il y a un séminaire en début de semaine des députés En Marche. C'était l'occasion, en tout cas, ça c'est les éléments de façade, de briefer, driver comme on dit en anglais, les députés En Marche pour éviter les couacs, parce qu'il y a eu quelques couacs cet été, donc pour les éviter, parler d'un seul, on va dire parler d'une seule voix, comme on dit. Alors comment il s'est déroulé et comment vous avez perçu, Nizar, justement le fait par exemple que certains disent que voilà ils sont en train de tout verrouiller finalement pour que quasiment les amendements puissent ne pas se faire, etc. Alors comment tout est en train de s'organiser? Alors le séminaire ça s'est déroulé sur 2 jours. Il y a une première journée, c'était lundi, où il y a eu des jeux de rôle un peu, avec des équipes de couleurs qui représentent un peu les locaux. Il y en a qui représentent le gouvernement avec une espèce de théâtre. Hein. Ça a été imaginé par une start-up un peu d'ailleurs, qui imaginait un peu les jeux de rôle pour essayer que les députés se parlent entre eux, se mettent à la place des personnes. C'était vraiment comme un projet dans une école de commerce, hein, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment ça la première journée. Ouais. Et puis ça s'est terminé avec une soirée avec la présence d'Édouard Philippe, notamment, et quelques ministres, qui a duré jusqu'à minuit d'ailleurs, et chaque député a ramené une spécialité de son terroir. Donc, Ah ouais. Voilà, bah oui, donc chaque député a ramené une spécialité de son tiroir, de ses circonscriptions, notamment il a ramené du fromage, il a ramené du vin, il a ramené voilà. Et le lendemain, c'était beaucoup plus studieux, c'était vraiment à fond pour les briefer sur la manière dont ils vont entamer le budget, parce qu'il y a le PLF, le budget qui est important, qui cadre un peu le quinquennat, tous les sujets à venir, le projet de loi sur la sécurité, voilà, les éléments de langage, comment on parle d'une seule voix, comment je fais pour vérifier si jamais j'ai besoin des éléments de langage avec tel cabinet, voilà, c'était vraiment, c'est passé comme ça. Et puis il y a la petite parenthèse qui a été faite, notamment, c'était par rapport aux députés qui veulent parler, déposer des amendements, faire des propositions de loi. Ils doivent le faire, ils ont le droit de le faire, c'est la République En Marche qui l'autorise, sauf qu'il faut l'autorisation du groupe. Ah oui. Donc si un député En Marche souhaite déposer un amendement, il faut qu'il ait l'autorisation du groupe parlementaire avant de le faire. Il faut qu'il ait l'autorisation. Si jamais l'amendement va à l'encontre de la majorité du groupe, il faut que le groupe l'autorise à le déposer. Sinon, il reste l'exclusion du groupe. Voilà. Ah oui. Donc ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie à la version En Marche. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Pour vraiment avoir vécu sous une autre mandature où il y a eu permettez-moi le mot, le bordel partout, et n'importe qui dépose n'importe quel amendement, donc qui donnait d'ailleurs les fameux frondeurs, les fameux mi-frondeurs, les fameux gens qu'on n'explique jamais, les fameux social-libéraux. Vous savez très bien que je parle des socialistes notamment. Ouais. Voilà, donc c'est pour éviter ces couacs-là. Les républicains le font d'ailleurs depuis un moment. Donc c'était vraiment, la République le font toujours. Donc il y a la culture du chef un peu à droite. Hein. En France, on a toujours ça. C'est à gauche, c'est un peu rebelle, on va dire, si je schématise. Et à droite, il y a un peu la culture du chef. Même si je suis pas d'accord, je suis quand même. Donc voilà, c'est un peu et donc voilà. Et la République En Marche, je pense que déjà dans son premier souci, c'est que vu les députés qui composent le groupe, il y a un peu des gens de droite, des gens du milieu du centre, des gens de gauche. Donc pour se construire un ADN, pour y exister dans le futur, ils sont obligés de passer comme ça. Donc je peux comprendre l'objectif. Mais la limite du sujet, c'est que des fois, quand tu es député, tu te retrouves à co-signer des choses dont tu partages pas, c'est sûr. Ouais. Et surtout quand tu veux faire une proposition qui va plus loin, tu ne pourras peut-être pas le faire. Mais personne n'a essayé, on lui a pas dit non pour l'instant, donc personne n'a essayé. Donc on verra comment ça va se dérouler les débats parlementaires. Dites-moi, il paraît que Manuel Valls avait une mine complètement défaite. C'est vrai qu'il a laissé un petit boucle un peu. Ça m'a fait penser d'ailleurs à une photo de Mélenchon il y a quelques années. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, Mélenchon avec le petit boucle avec il y a quelques années en arrière. Et il y a une petite comparaison. D'ailleurs, c'est à la mode parce que même François Fillon il a fait pareil. Donc j'ai vu ses photos ce matin. Bon, c'est un peu à la mode. Ça va pas beaucoup mieux. Ce qui me dérange, je peux revenir plus sérieusement à l'ancien Premier ministre pour ne pas le nommer, Monsieur Valls.
il a fait une visite en Israël récemment. Et il a rencontré la ministre de la Justice qui est extrême droite. Ouais. Ça me vraiment, ça me voilà. Qu'il rencontre un ministre, c'est pas du problème. Mais qu'elle rencontre un ministre de extrême droite en plus voilà, ça c'est la limite du personnage. Cette voilà. ministre qui avait eu des propos absolument abjects sur les Palestiniens, sûr, sur les enfants, les femmes palestiniennes. Sur les femmes palestiniennes, qu'elle voulait les anéantir, les réduire à zéro. Donc c'est juste quand on a des convictions et quand on se dit de gauche, il y a un petit problème. Et surtout quand on a été il y a à peine 10 ans un pro-palestinien en plantant des oliviers à Évry, quoi. Voilà. Exactement. Donc voilà, la conviction à géométrie variable. C'est ça. C'est ce que j'appelle. Bon, il y a une autre affaire aussi qui en ce moment fait jaser au sein de l'Assemblée nationale. Alors avant de parler de Mélenchon, il y a ce qui se passe au sein du Front National. Est-ce que les députés frontistes aujourd'hui sont un petit peu défaits là aujourd'hui? Vous les avez croisés dans les couloirs? Oui, quelques-uns, mais personne ne parle à la presse parce que c'est l'ordre du. Sinon, c'est exclusion forcément, mais je pense que ça les dérange parce que ils auront plus l'image de sympathie proche du peuple qu'a porté Florian Philippot. Là, maintenant, ils vont avoir l'image brutale de Le Pen. Ce sera que Le Pen, donc et ça va compliquer leur travail. Donc c'est. En tout cas, il y a des députés qui sont ravis à l'image de Gilbert Collard. Hein, lui, oui, mais c'est parce que Gilbert Collard. Bon, le personnage il est indéfinissable, donc voilà. Ouais. Donc, Bon, sinon autre affaire aussi qui fait jaser en ce moment, c'est cette fameuse affaire de Jean-Luc Mélenchon qui est parti à la Réunion accompagné de 2 autres députés de la France Insoumise. Sauf que lui, il s'est offert le privilège de voyager en classe business. À 3 000 euros. À 3 000 euros. Ouais. Et voilà, donc un vol Air France Réunion. Quand on se dit en fait ce qui est choquant, je suis pas sûr que ce soit choquant parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais enfin le droit de voyager en business. Mais quand on se dit proche du peuple, quand on se dit on sait qu'il voyage avec. D'ailleurs, il doit clarifier avec quel argent il a voyagé. Est-ce qu'avec la réserve parlementaire, les IRFM, c'est-à-dire la fameuse subvention que met en place l'Assemblée nationale à disposition des députés, ou ce sont son frais personnels. C'est ça d'ailleurs qu'il doit clarifier pour mettre fin à une polémique, je pense, stérile, parce qu'on aime bien, nous, les Français, avoir ce genre de polémique. Il a le droit de voyager en business. Mais quand c'est pas cohérent avec ce qu'il défend, être proche du peuple, toujours servir du peuple, mais il doit être avec le peuple. Il s'en est expliqué ce matin sur RTL en disant qu'il avait des problèmes de dos et que voilà, il préférait. Oui, mais il a déjà des antécédents. En 2013, il a déjà eu des choses. Enfin, il a déjà récidivé, si je peux me permettre. Et en 2013, pareil, il a fait un commentaire sur les compagnies aériennes charter, c'est juste lamentable. Vous, Christophe, je sais que vous voyagez dans des compagnies pas luxueuses, en tout cas. Ah non, pas les moyens. Mais donc, moi non plus, je vous rassure, mais il dit, jamais je voyagerai dans une compagnie charter parce qu'on a mal au dos, on est entassé comme des sardines et tout ça. On se permet pas ce genre de commentaires quand on est un élu. On parlait de M. Le Guérard il y a quelques semaines. Il y a des limites à un comportement député, il doit être encore plus responsable que le citoyen normal. Donc là, quand on se dit proche du peuple, il faut être avec le peuple. Et le peuple, il n'est pas en business class. Nizar, est-ce qu'il y a d'autres petits bruits de couloir ou des infos à venir qui pourraient intéresser le grand public de ce qui se prépare dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou même des ministères, là où vous allez de temps en temps aussi, dans les ministères? Oui, c'est bon. Pour l'instant, la reprise, ce sera le 25. Donc pour l'instant, c'est que des réunions de budget, de concertation. Il y a beaucoup d'éditions, des associations et tout cela, mais rien aujourd'hui ne filtre parce que tout est pas verrouillé, mais beaucoup de gens font attention. Donc certaines discussions au ministère, il y a pas que les collaborateurs, il y a que certains députés, pas tous. Donc voilà, on fait attention. Donc pour l'instant, il y a la semaine prochaine, il y a le projet de loi sur la sécurité intérieure qui va arriver devant les députés dans l'hémicycle. Et donc voilà, donc ça va faire un petit peu parler parce qu'il y a quelques dispositions administratives qui posent problème, en tout cas notamment à la démocratie. Est-ce que vous avez des infos sur les intentions du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, puisqu'il entend convoquer apparemment quelques instances musulmanes? Ah non, j'ai pas d'infos particulières. À mon avis, il a dû le faire en concertation avec son cabinet et pas avec les députés. Donc sinon, Bon, très bien. C'est tout pour cette semaine. Il y a autre chose? Non, c'est tout pour cette semaine, Christophe, et je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup, Lizard, et continue à bien enquêter, bien sûr, pour nous ramener des informations croustillantes.
À bientôt. Je compte sur toi, Nizar. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà notre Nizar infiltré donc dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour ces petites informations croustillantes comme chaque semaine sur France Maghreb 2. Alors, avant de passer au zapping, quelques infos en bref. Et de nouvelles révélations dans l'enquête sur le cimentier Lafarge, accusé d'avoir indirectement, vous le savez, financé des groupes armés dont Daesh via son usine en Syrie. 3 anciens salariés syriens du groupe franco-suisse ont été entendus cette semaine à Paris. Leur témoignage accable l'entreprise. Le quotidien Le Monde révèle aujourd'hui également qu'un ex-responsable de Lafarge aurait admis devant les enquêteurs des versements de $20 000 mensuels à Daesh, et ce pour permettre à la cimenterie syrienne de continuer à tourner. Désormais, 3 juges d'instruction sont saisis donc, et des troubles arrangements de Lafarge en Syrie avec l'organisation Daesh sortent de l'ombre. En 2014 par exemple, le groupe Daesh gagne du terrain et devient incontournable face aux enquêteurs. Le PDG de la filiale syrienne a reconnu avoir vu le nom de Daesh sur des documents internes à l'entreprise. Les aveux corroborés maintenant par les témoignages de 3 ex-salariés syriens, aujourd'hui partie civile. Ils ont été entendus cette semaine à Paris. Marie Dezé et leur avocat. Je propose d'écouter. On ne peut pas nous faire croire qu'une société qui était présente en Syrie entre 2011 et 2014 ne comprenait pas ce qui se faisait, tout en condamnant des peines d'emprisonnement ferme ceux qui rejoignent les rangs de Daesh au même endroit et au même moment. Il y a des qualifications juridiques pour ça. C'est un financement du terrorisme, mais c'est aussi une complicité de crimes de guerre. Voilà pour l'avocat. Plus troublant encore, selon le journal Le Monde, toujours, les responsables du cimentier assurent avoir contacté à plusieurs reprises le ministère des Affaires étrangères et avoir reçu l'aval des autorités françaises pour rester en Syrie. Si ça s'avère exact, c'est évidemment une information très grave. Dans un instant, messieurs dames, le zapping avec pas mal de... Ah bah là, il y a du Mélenchon, vous allez voir, il y a du lourd quand même dans le zapping, et vous pouvez évidemment nous appeler à n'importe quel moment pour commenter avec nous et nous donner votre avis qui nous intéresse. Prenez la parole, n'attendez pas qu'on vous la donne. Elle est là, voilà, 01 40 33 9000, la liberté d'expression sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Profitez-en. Et puis, on va jouer aussi dans un instant au quiz du LGF pour gagner une place pour l'Olympia, pour aller voir Rimka le 6 octobre prochain, un concert en partenariat avec France Maghreb 2. Il me reste aussi des places pour Hakim, le roi de la musique shabi égyptienne, qui sera lui à Marseille, à Paris évidemment ce samedi à l'Olympia, mais à Marseille, j'ai des places pour Marseille moi, le 29 septembre au Moulin, et il me reste la dernière place, la toute dernière, elle est là, toute chaude, elle vous attend pour le 2e colloque des intellectuels musulmans le samedi 23 septembre prochain, organisé par l'Académie française de la pensée islamique. Quoi que du lourd dans le LGF. Ah, j'aime ce générique, je sais pas, moi, il me donne des frissons à chaque fois. C'est le LGF sur France Maghreb 2, c'est parti jusqu'à 18h, bien sûr, avec, bien sûr, maintenant, place à notre zapping. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir intervenir si vous le souhaitez. Moi, je vous la donne, la parole. Après, c'est à vous de voir. 01 40 33 9000. Liberté d'expression, évidemment, ici. Tiens, on se refera, si on a le temps, tout à l'heure, un petit coup de libertad. Ça fait longtemps. Bon, je vous expliquerai le principe tout à l'heure. 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone. C'est un numéro gratuit, non surtaxé. Voilà, l'occasion vous est donnée, ne soyez pas passif, soyez plutôt acteur, ça va changer un peu. Affaire politique du moment, on en parlait tout à l'heure donc avec Nizar X, concerne Jean-Luc Mélenchon, qui a voyagé en classe business alors que d'autres députés de la France Insoumise, à l'image de Daniel Obono, qui l'accompagnait, étaient en classe éco. Eh bien, du coup, ça questionne Pascal Praud sur CNews. Il avait justement sur le plateau Daniel Obono. Dans l'avion il y a quelques heures, vous étiez avec Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Avec Mathieu Ballon également. Voilà, vous êtes revenus tous ensemble. Alors, là encore, moi, pardonnez-moi, je m'intéresse qu'aux détails et aux questions bêtes que je pose parfois. Vous avez voyagé en éco, mais Jean-Luc Mélenchon a voyagé en business. Donc, et vous êtes députés tous les deux. Donc, il y en a un il y a une hiérarchie dans la France Insoumise. Il y en a un qui voyage en première classe et l'autre en deuxième classe. Oui, et alors? Rien. Je suis étonné, je pensais que Jean-Luc Mélenchon il voyagerait en éco avec vous. Des fois il voyage en classe éco et d'autres fois non. Là, manifestement il était en business et vous. C'est quand même un voyage de 10 heures, au moins 10 heures. Oui. Et donc. Mais des 10 heures elles sont les mêmes pour tout le monde, elles sont les mêmes pour vous et pour lui. Nous aurions pu prendre d'autres billets, mais oui. Voilà. Non, mais d'autres occasions. Enfin c'est pas quel est l'enjeu politique de cette question. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails, figurez-vous. Et je trouve que ça fait sens. Ça vous intéresse pas de savoir ce qu'on a fait à La Réunion plutôt? Vous répondez comme Marine Le Pen répondait tout à l'heure. Attendez,
Vous on va pas passer répondez comme 5 Marine minutes. Le Pen Non, répondait excusez-moi, tout à l'heure à Elisabeth. Là- Ah mais moi je trouve ça formidable. Alors ça c'est le Comme détail, anecdote. le détail politique Ah, du je jour, trouve ça et on va parler formidable. 5 minutes plutôt Je que de parler de la je Réunion trouve et de ce qu'on a formidable. fait. Ah mais on va en parler, 6 heures, mais je trouve formidable que Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, voyage en première classe et vous en deuxième. pas en première. Quoi, en Non. première je trouve formidable que vous ne soyez pas avec Non, vous. non, non. Alors que vous êtes député et que vous faites un voyage de Mais député ensemble. il y a des députés qui voyagent en première, en seconde classe. Jean-Luc Mélenchon, il voyage aussi Non, en mais c'est classe l'argent. économique, en seconde Oui, classe, y a pas de quand il prend le train. Enfin, Il y a une petite question- il y a une et il y a petite des question gens d'âge aussi, il y a une petite Il y a une question d'âge, vous avez raison, Jean-Louis Burgat. Et ben, voilà. Mais on est un peu taquin forcément autour de Oui, cette d'accord. émission. Mais franchement, ce qui s'est passé à La Réunion, c'était très bien aussi. Voilà, blablabla. En tout cas, 3000 euros le billet d'avion classe business pour aller à La Réunion pour Jean-Luc Mélenchon, qui était invité d'RTL ce matin et qui s'est expliqué ou a répondu avec toujours autant d'amabilité. Certains ont découvert que vous voyagez en business ou en première dans l'avion de retour Ah à La oui, Réunion ça, quand des députés femmes, Mathilde Panot et Danielle Obono, qui vous accompagnaient, étaient en classe économique. Je vous pose la question parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça peut surprendre certains. Mais oui, mais bien sûr, c'est un débat de fond. Qu'est-ce que je foutais Non, là c'est pas un débat de Mais fond, vous me faites c'est rire, une vous cherchez question, tous les... Ça peut étonner. Ça peut étonner, Eh bah oui, évidemment, comme ça vous peut le répétez, votre collègue déjà de France Info l'a fait. Alors écoutez, je vais répondre en un seul mot. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué la dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord? Donc moi j'ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement 3 jours avant une manifestation, enfin une semaine avant. Mais j'apprécierais que les mêmes qui s'intéressent à mes places d'avion se soient intéressés à savoir ce que j'ai foutu à La Réunion et quelle est la situation. Les mêmes n'en ont pas dit un seul mot. Donc vous comprenez après ça, madame, pourquoi on vous déteste? Est-ce que vous le comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'on vous déteste. Parce que vous êtes mesquin, mais oui, mais on croirait, vous savez, que je suis allé en classe affaires pendant que les autres étaient condamnés. Non, chacun a choisi, d'accord? Moi, je ne peux pas faire autrement pour des raisons qui m'appartiennent. Je suis pas obligé de vous raconter ma vie. Mais pourquoi vous me cherchez sur un sujet pareil? C'est stupide, vous voyagez en quoi, vous? Voilà. Vous avez compris que c'était assez tendu. Donc Jean-Luc Mélenchon qui s'est expliqué, qui a tenté de s'expliquer sur cette fameuse classe business coût, on le rappelle, 3000 euros pour Jean-Luc Mélenchon. Autre chose dans le zapping maintenant, Florian Philippot quitte le Front National. On l'a appris ce matin. Celui qui était le bras droit de Marine Le Pen était en désaccord avec la réorientation politique du parti depuis l'échec à la présidentielle. Hier soir, Marine Le Pen l'avait rétrogradé vice-président sans attribution pour avoir refusé donc d'abandonner la direction de son association, les Patriotes. Une mise à l'écart inacceptable pour Florian Philippot. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Je voyais la mayonnaise monter. J'ai essayé, moi, de préserver l'unité, d'aller vers le sens de la sérénité des débats en expliquant que diriger une association, loi 1901, dans le cadre d'un parti qui vise à faire débattre des gens, à aller dans le même sens tout à fait que le Front National, il n'y a jamais eu une divergence, et à aider sa communication sur des sujets essentiels, c'était important. Et j'ai eu face à moi à chaque fois de nouveaux arguments. Donc j'ai fini par comprendre, en conclure que c'était un prétexte, cette histoire d'association, et qu'il y avait un problème de fond. Voilà pour Florian Philippot, donc sur France 2. Ce matin, Marine Le Pen, elle, dit regretter ce départ, mais sans tristesse excessive. La présidente du FN dénonce la stratégie de victimisation de Florian Philippot. C'était sur LCP ce matin. Je respecte sa décision, mais je conteste formellement l'habillage et les accusations qu'il porte. On sentait bien, et chacun en avait fait l'analyse, qu'il y avait une stratégie de montée des tensions depuis la création de cette association Les Patriotes. J'ai quand même assez de bouteilles politiques pour avoir tout de suite compris qu'il s'agissait là évidemment pas d'un think tank interne, mais d'un parti politique. Je pense qu'on aurait pu s'éviter ces semaines de montée en tension. Florian serait venu me voir en me disant moi je souhaite être à la tête de mon propre mouvement. J'aurais accepté cela parce que je pense que c'est aussi la vie politique. On fait un bout de chemin ensemble et puis parfois on peut aussi faire un bout de chemin en parallèle.
Voilà pour Marine Le Pen, donc sur la chaîne parlementaire. Alors que va faire maintenant Florian Philippot ? Il reste pour l'instant assez flou sur ses intentions. Je suis gaulliste, je n'ai jamais renoncé à mes convictions, y compris en arrivant au FN. Je me battrai donc, sous quelle forme on verra bien. Ce n'est pas le moment d'en parler, a-t-il conclu. On va parler maintenant d'une autre affaire, puisque la démocratie, ce n'est pas de la rue. Des propos qui ont évidemment fait réagir de toutes parts et qui choquent la députée La France Insoumise, Clémentine Autain. Écoutez. Où se fait la démocratie à part dans le bureau de Monsieur Macron? C'est quand même une conception particulièrement autoritaire de la démocratie, donc ce n'est pas la démocratie. Dans notre France, il y a toujours eu un rapport entre les mobilisations sociales, le mouvement social et la politique telle qu'elle se fait dans les institutions. Ce rapport-là, on ne peut pas s'asseoir dessus. On ne peut pas s'asseoir dessus, ou alors c'est un déni de démocratie. Voilà, Clémentine Autain, membre de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui sera lui aujourd'hui dans les rues de Paris, aux côtés de la CGT Solidaire et aux côtés de Solidaire, qui ont appelé à manifester pour la deuxième fois en une semaine. La France Insoumise tiendra par ailleurs, vous le savez, sa propre manifestation samedi, manifestation par-ci, par-là. Ça commence à bien faire pour le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, qui était hier matin sur RMC. Moi, je respecte le droit de manifester, mais je m'oppose au fait qu'on emmerde les Français et qu'on les empêche, les chefs d'entreprise, mais aussi ceux qui vont bosser, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont passer des examens. Il faut respecter aussi cela. Voilà, le porte-parole Christophe Castaner, n'en déplaise dans tous les cas au gouvernement. 53% de ces Français qui ont été interrogés par l'Institut Elab disent soutenir ou avoir de la sympathie pour la mobilisation, pourvu que ça dure, car à partir de lundi, les routiers se joignent au mouvement. Après une rencontre infructueuse hier au ministère des Transports, ils appellent à une grève reconductible avec blocage des dépôts de carburant. Jérôme Vérité de la CGT Transport se dit déterminé au micro de France Inter. Nous appelons à une mobilisation massive de l'ensemble du transport routier, de l'ensemble des conducteurs de transport routier voyageurs, de convoyeurs de fonds, de l'ensemble d'un certain nombre de secteurs à faire converger la lutte et dans tous les secteurs d'activité du transport routier marchandises. J'incite tout le monde à faire son plein assez rapidement parce que je pense que la mobilisation va être très très forte. Probablement que le gouvernement, et ça je lui tire mon chapeau, aura réussi effectivement à faire l'unanimité contre lui dans le secteur des transports. Donc vous voyez, faut prévoir. Pour faire le plein ce week-end, parce qu'apparemment ça va être assez tendu à partir de lundi, puisque les routiers, donc vous l'avez entendu, bloquent et sont quelque peu déterminés. Le gouvernement qui a dévoilé hier son plan logement, des mesures fiscales choc sur la cession des terrains, des aides publiques plus ciblées, histoire peut-être de faire oublier la baisse de 5 € des APL, des coupes également dans les ressources des HLM. Bref, il s'agissait de construire plus, de construire mieux et moins cher pour Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. C'est lever toute une série de blocages qui aboutissent aujourd'hui au fait qu'on met 12 ans pour lancer un grand plan d'aménagement, que dans certaines villes, 60% des permis de construire sont bloqués. C'est aussi être capable de mettre sur le marché 80 000 logements pour les jeunes. C'est s'occuper du logement d'abord, c'est-à-dire de lutter contre le fait que nous avons des dizaines de milliers de nos concitoyens qui sont sur le trottoir. C'est aussi avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Et sur les villes moyennes, nous avons annoncé un grand plan pour revitaliser nombre d'entre elles qui ont des difficultés. Donc c'est une vision globale. Voilà pour le ministre, donc Jacques Mézard, sur ce grand plan qui était présenté hier. Information en bref, avant de jouer dans un instant bien sûr, vous le savez, le Grand Forum, c'est votre émission qui vous donne un maximum d'informations, y compris des informations en bref comme celle-ci par exemple. Le ton monte en Syrie entre la Russie et les Occidentaux, puisque Moscou accuse ce matin les rebelles syriens, appuyés par Washington, d'avoir ouvert le feu contre les troupes gouvernementales près d'Ar ez-Zor. Les Russes avertissent les militaires américains qu'un nouvel incident du même type entraînerait une riposte. Voilà qui est dit. C'est l'un des plus célèbres duos maintenant de la musique africaine, surtout depuis le dimanche à Bamako, qui les a fait connaître dans le monde entier. Il y a 13 ans maintenant, Amadou et Mariam sortent après-demain leur 8e album, c'est samedi, sur des rythmes blues, afro-pop et disco, album qu'ils ont baptisé La Confusion. Et justement, je vous propose d'écouter ce titre qui porte le même nom que de l'album, donc Confusion, de Amadou et Mariam, et ceci me laisse l'occasion
l'occasion de vous permettre maintenant de nous appeler au 01 40 33 9000 pour jouer avec nous au quiz du LGF et pour gagner une place pour le concert de Rimka à l'Olympia le 6 octobre prochain, ainsi que pour ceux qui habitent Marseille et qui nous écoutent sur le 93.3, eh bien une place pour Hakim le 29 septembre au Moulin à Marseille, et j'y rajoute aussi une place pour la dernière d'ailleurs pour le colloque des intellectuels musulmans qui aura lieu ce samedi 23 septembre à Paris, le deuxième du nom, organisé par l'Académie française de la pensée islamique. Pour jouer avec nous, c'est maintenant 01 40 33 9000, histoire et avant de découvrir tout de suite le nouvel album qui sort donc après-demain, le nouvel album de Amadou et Mariam sur France Maghreb 2, le titre Confusion. L'album sort après-demain. Amadou et Mariam, le titre de l'album Confusion, c'est le titre d'ailleurs que l'on vient de découvrir, extrait de son nouvel album de Amadou et Mariam, le couple malien. Eh oui, que l'on connaît bien avec de nombreux succès, notamment le dimanche à Bamako, etc., etc. Voilà pour le petit coup d'œil, clin d'œil, coup de cœur de ce LGF. C'est parti donc pour le quiz du LGF maintenant sur France Maghreb 2 avec, pour jouer avec nous ce soir, Kamel. Bonsoir Kamel. Bonsoir Kamel, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir, bah c'est Christophe, toi c'est Kamel, tout va bien. Kamel, il nous appelle d'où Kamel? Je suis sur le périph' encore. Sur le périph', comment ça roule ce soir le périph'? Ça roule très très mal, encore pire qu'hier. Ah ouais, bah oui, forcément, manifestation, il y a des blocages partout, voilà, bon. Mon cher ami Kamel, je te présente, passe à toi ce soir, Monsieur Fouzi. Bonsoir Fouzi. Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir tous les auditeurs. Fouzi, alors est-ce qu'il peut se présenter un petit peu aux auditeurs, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Fouzi? Moi je suis agent administratif, je suis à Créteil, ça roule bien. Ah, ça roule bien à Créteil, voilà, tu vois Kamel, ça roule bien à Créteil. Pas tant mieux pour lui, hein, c'est bien. Et Kamel, il fait quoi dans la vie? Je suis routier. Routier, alors, est-ce que tu vas être gréviste ou pas? Non, en fait, je suis routier, c'est en véhicule sprinter, je suis pas en poids lourd, en fait. D'accord, parce que vous savez, vous avez entendu, hein, apparemment lundi, ça va être blocage sérieux, hein, de les routiers, ils menacent sérieusement et ils ont l'air déterminés pour le coup. Bon, alors messieurs, à gagner ce soir une place pour aller voir Rimka, donc à l'Olympia le 6 octobre prochain. Et j'y rajoute aussi une place pour donc le deuxième colloque des intellectuels musulmans. C'est la dernière place là que je vous offre ce soir. Elle est peut-être pour vous, Fouzi, ou pour Kamel. On va commencer avec toi, Kamel. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Je déclenche le chrono. Les 5 questions. On y va. Top départ. Première question, Kamel. Quel instrument de musique porte le même nom qu'un ensemble de casseroles? Est-ce la guitare ou la batterie? La batterie. Quel pays a pour capitale Hanoï? Est-ce le Cambodge ou le Vietnam? Le Vietnam. Quel autre nom est donné à la pipe à eau orientale appelée la chicha? Est-ce le narguilé ou le chic? Le narguilé. Combien de mois finissent par la lettre R dans notre calendrier? 2 ou 3? Les 2. Quelle tenue porte un judoka? Est-ce un bodok ou un kimono? Comment? Quelle tenue porte un judoka? Est-ce un bodok ou un kimono? Un kimono. Bon, eh ben c'est pas mal du tout mon cher Kamel, puisque tu viens de me faire 5 sur 5. 5 sur 5, la pression est donc sur les épaules de notre ami Fouzi. Ouais, écoute, bonne chance à Fouzi, hein, bonne chance à nous. Fouzi, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on va essayer de faire 6 sur 5 alors. Ah bah ouais, non mais là il va falloir inventer une nouvelle question, ce qui est pas le cas. Allez, on y va, Fouzi, attention, top départ. Première question, Fouzi. Quelle lettre désigne un film à caractère pornographique? La lettre X ou Y? X. Comment s'appelle l'enduit qui recouvre les façades des maisons? Est-ce le crépi ou le plâtre? Le crépi. Quel objet peut être à la fois un verre de champagne mais aussi un instrument de musique? Une clarinette ou une flûte? Une flûte. Oui. Dans quelle ville est située la résidence du président des États-Unis? Washington ou New York? Washington. Quel chanteur français interprète en balaba et né quelque part? Est-ce Maxime Le Forestier ou Francis Cabrel? Maxime Le Forestier. Oh là 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 là. Non, mais si, il a raison. Il a raison, c'est Maxime Le Forestier, ce qui nous fait une égalité parfaite, messieurs. Bon, je vois que il y a du niveau dans ce jeu du LGF, c'est parfait, moi je suis content. Tu vois Christophe, on passe à la 6e question. Bah ouais, exactement, la 6e question, elle est là. Alors, la 6e question, elle est là. Attention, messieurs.
Je vais vous donner un événement. Il va falloir me donner approximativement, bien sûr, et c'est celui qui se rapprochera de la bonne réponse qui ainsi remportera le cadeau d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure j'en ai parlé. La place Royale à Paris a été rebaptisée Place des Vosges. Pour la bonne et simple raison d'ailleurs, pour remercier le département d'avoir payé ses impôts en premier. En quelle année a été rebaptisée cette place? Alors, petit indice, ça se situe entre 1790 et 1850. Proposition, Kamel. Bah écoute, 1810. Proposition, Fauzi. Allez, on va dire 1825. La bonne réponse était 1800. C'est Kamel qui gagne ce soir. Bravo. Eh ouais les gars. Bien joué. À peu de choses près, c'était ça, 1800 exactement, qui a été rebaptisé donc la place des Vosges pour remercier donc ce département d'avoir payé les impôts le premier. Comme quoi, ça paye de payer ses impôts de temps en temps. Hein. Merci en tout cas, Fauzi. À très vite. Ok, ça marche. Merci. Christophe, continue comme ça. Hein. Merci Fauzi, on va tâcher, t'inquiète, on est là. Ah, t'es le meilleur. Vas-y. Allez, merci à toi, salut Fauzi. Sartek Kamel. Eh ouais, bah oui Kamel, t'as gagné, donc bravo mon cher ami Kamel. Bah écoute, tu vas aller à l'Olympia le 6 octobre prochain pour aller voir MK, ça te fait plaisir? Oui, ça me fait vraiment plaisir, oui. Bon, super. Et puis donc, bah écoute mon ami, tu pourras aller aussi au deuxième colloque des intellectuels musulmans ce samedi 23 septembre. C'est sympa parce que tu vas pouvoir y rencontrer plein de monde. Ils vont parler de sujets très intéressants. Ça commence à 8h30 le matin. Bon, t'es pas obligé d'y aller à 8h30. Bon, il y a le petit-déj, il y a le repas du midi compris, il y a la pause café et surtout la possibilité d'assister aux différentes tables rondes organisées par l'Académie française de la pensée islamique. C'est pour toi mon ami Kamel, tu ne quittes pas, je vais prendre toutes tes coordonnées hors antenne et je te félicite une nouvelle fois d'être le gagnant de ce quiz du LGF. Merci beaucoup Kamel. Merci à toi. Merci. Allez, dans un instant messieurs dames, bon on a le temps. Moi je suis content, on va le faire, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Un petit Libertad, je vous en explique le principe, c'est très simple. Libertad, vous avez un espace de quelques minutes pour pouvoir nous appeler et pour pouvoir nous dire ce que vous voulez. Ça peut être utilisé pour passer une petite dédicace, un bonjour à quelqu'un, je sais pas moi, voilà, un coup de gueule, un coup de cœur. N'hésitez pas, vous allez pouvoir le faire dans un instant au 01 40 33 9000. Je prendrai vos appels sans filtrage. Dans un instant donc, Libertad sur France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il est 17h55, merci d'être avec nous dans le LGF et encore bravo à Kamel qui a remporté donc sa place pour le concert de Rimka, partenaire France Maghreb 2 pour le concert donc du 6 octobre prochain à l'Olympia. Allez, ça fait longtemps, on s'est pas fait un petit Libertad sur France Maghreb 2. Salut Medjed, qu'est-ce que tu fous avec les micros là? Bah écoute, ils sont tombés, voilà, qu'est-ce que je te dis? Cette radio tout est en train de tomber en vrille. Cette radio part en vrille hein. Non mais ça va, c'est bon, on a tout remis. Non, là. ça devient désespérant ce matériel absolument voilà. Oui, bon, à fait. c'est le bureau des plaintes, c'est terminé. 01 40 33 9000 Libertad, oui. Messieurs dames. Alors c'est simple, hein, voilà, vous appelez. Oui. Vous êtes à Marseille, à Dijon, à Clermont-Ferrand, en Algérie, au Maroc, oui. En Tunisie, aux États-Unis ou à Paris tout simplement. Eh bien, vous avez envie de dire un truc à la radio, un petit bonjour à passer à quelqu'un, une petite dédicace, envie de nous engueuler? Engueuler Medjed, profitez-en, il est là. Non. 01 je suis pas là. 40 33 9000, numéro gratos, non surtaxé. Allez-y, lâchez-vous. Ouais. C'est Libertad, voilà, on l'a fait il y a quelques temps. Puis voilà, on le refera comme ça de temps en temps cette saison parce que c'est bien. Voilà, 01 40 33 9000 si vous souhaitez donc nous appeler maintenant pour nous dire ce que vous voulez. Vous avez antenne libre, la liberté à son. Pourquoi tu rigoles? Parce que les gens se lâchent. Allez. Ils vont pouvoir se lâcher, c'est bon. Allô, bonsoir. C'est sans filtrage. Hein. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Mohamed d'Alfortville. Salut Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Ça va très bien. J'ai envie de savoir en fait pourquoi Ousmane Chimera n'est plus invité, ou je sais pas, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ouais, t'as raison, Ousmane Chimera en fait il est parti vivre à l'étranger, c'est pour ça qu'il est plus des nôtres pour l'instant. Ah d'accord. Voilà, mais tout va bien Ousmane Chimera, j'ai eu de ses nouvelles il y a pas longtemps, il va bien, il va très bien même. Ah ok, c'est super, bah vous lui passerez le bonjour de notre part alors. Ça sera fait, merci à toi mon ami. Ok Christophe.
Merci. Voilà, toutes vos questions en toute transparence. Voilà, on y répond parce qu'on a rien à cacher. Bah, c'est bien. 01 40 33 9000. Prends ton téléphone si t'as un truc à dire, un vrai truc. C'est le moment d'appeler la radio. 01 40 33 9000. T'en connais toi des radios qui te laissent l'antenne ouverte comme ça? Ah, jamais. Hein, sans filtrage, sans passer par une standardiste qui vous dit bonjour. Voilà. Non, nous c'est comme ça, direct. Tu appelles, je décroche et tu passes à l'antenne. Et voilà. 01 40 33 9000. Si t'as envie de dire un petit bonjour, voilà. Pas de problème, petite dédicace. Dédicace, un bon plan à proposer peut-être sur la capitale ou ailleurs. Voilà. Un plan sorti tranquillement, voilà, pourquoi pas aussi. Ouais. Voilà, on sait jamais, hein. Ou voilà. Quelqu'un qui veut déclarer sa flamme. Ou pour chercher une meuf. Pardon. Allô, bonjour. Après. Allô. Allô? Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Votre Moi, c'est Tanina. Bonsoir Tanina. Ah, Tanina, تقبلت. تقبلت. سولف المقران. Comment ça va? Miss Moult. Ça fait plaisir qu'une fille participe à Libertad, hein. Bah attends, il y en a plein des filles. Je sais pas, je suis en train d'écouter à la radio, c'est la première fois que j'appelle, je me dis bon bah tiens, pourquoi pas. Marhaba en tout cas. Tu nous appelles d'où Tanina? J'appelle du Havre. Du Havre. Ah, les Havrais sont là. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as envie de nous dire quoi Tanina? Vas-y, t'as l'antenne pour toi. Profites-en. Bah, écoute, fais-toi plaisir. J'ai pas forcément grand chose à dire, je voulais juste vous passer le bonjour. Je viens de sortir du boulot, donc voilà, je suis au volant, je sais que c'est pas bien de parler quand on conduit, mais comme je savais pas si vous allez répondre ou pas, donc j'ai appelé. Ah monsieur, voyez, vous avez voulu nous tester. Voilà, Nadina. sans filtrage, on te Vous avez répond, voulu nous tester, vous avez... C'est carrément ça, c'était un test. En fait. Ah bah voilà, telle merde Tanina. En tout cas, merci. Tu fais quoi? Voilà, donc, Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Je suis chef des ventes dans l'automobile. Ah, très bien. Si on a une voiture à négocier, c'est toi alors. Oh là là. Pas de soucis, appelez-moi et puis on fera des affaires. C'est quoi? C'est marque française ou étrangère? Je fais marque française en véhicule neuf Ouais. et marque et toute marque en véhicule d'occasion. Très bien. Bon, eh bien écoute, merci Tanina et bonne route et rentre bien à la maison. Merci tu vois. beaucoup, bonne soirée. Il est sublime ton prénom, garde-le. Hein, Ah ouais, telle merde, à bientôt. Altiminilit. Allez, bisous, salut. Ciao, Tanina. Voilà, ça sent le zetoun là. Ah oui. Ah, Ouais, plein il y de- avait Vanina, maintenant il y a Tamina. Ah bah oui, c'est pas la même chose. Hein. C'est clair. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom et ville d'appel, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Bachir de la ville d'Épinay-sur-Seine. Salut Bachir d'Épinay-sur-Seine. Comment ça va, Bachir? C'est bien, Christophe. Qu'est-ce qui se passe, Bachir? Vas-y, l'antenne est pour toi. Tout à l'heure, tu as posé une question quand il y avait le professeur Abdel Salem. Oui. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Vas-y, Bachir, lâche-toi, vas-y. Voilà. Et donc la question, c'était sur la femme tunisienne Oui. qui avait le droit d'épouser un homme musulman. Oui. En fait, il n'a pas voulu dire, je pense, le professeur Abdel Salem, c'est que c'est une décision politique, même si c'est un décret. Il y a un gros combat en Tunisie, ça tout le monde le sait, entre les religieux et les non-religieux. Et aujourd'hui, cette guerre, bah, elle commence par des actes. On le voit. Ça, c'est un acte contre la constitution tunisienne. Voilà. Il n'a Bon. pas osé le dire, et ça, il faut que tout le monde l'entende. Eh ben, tu l'as dit, Bachir. En tout cas, on t'a entendu. Merci à toi, Bachir. Bonne soirée. Salut à toi, merci beaucoup. 01 40 33 9000, voilà. Vous avez un petit éclaircissement à apporter, une petite question, Oh là. un petit bonjour à passer. 01 40 33 9000, bien sûr, sur France Maghreb 2, dans le cadre de Libertad sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'on en fait un dernier ou pas? Ah Je bah sais pas. oui, vas-y. Allez, un petit dernier juste pour la Ah route. oui. Mais avec ça, on est en retard après. Bah Mais bon, oui, c'est pas grave. de toute façon. Allô, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir, quel est votre prénom et ville d'appel? Bonsoir, Ali de Bervilliers. Bonsoir Ali, allô. Oui, je suis très intéressé, je suis un peu bouché, donc je profite pour vous appeler. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, parfaitement, vas-y, hein. Vas-y, Parfait. Ali. Bah, en fait, j'appelle juste pour déjà vous faire un petit coucou et un petit peu de gueule comme ça, en fait, juste de temps en temps, j'écoute à la radio les gens qui parlent de l'islam de France, l'islam de je sais pas quoi, donc pour moi, pour ma part, après ça concerne que moi, donc je pense qu'on a un seul islam, donc il faut arrêter de dire l'islam de France, l'islam de machin, il y a qu'un seul islam, donc il faut arrêter un peu de voilà, c'est ça en fait. Ok, bah c'est dit mon ami, ton appel est entendu. C'est pour mon fils et ma femme. Vas-y, il s'appelle comment le fiston? Fares. Fares, et ta femme? Ilan.
Ilem. Eh bien, grand bonjour à Fares et Ilem. Donc, merci beaucoup en tout cas, Ali. Merci bien, merci à vous. Ciao, ciao. Vous avez pu constater, c'est sans filtrage, les gars. Voilà. Bah ouais, là. On décroche 01 40 33 9000, mais je crois que ça va être fini pour ce soir. Allez. Parce que sinon on va se faire engueuler. Allez, un petit dernier. Un dernier. On s'en fout. Allez. Allez, bonsoir. allez, on lâche. Allez. Allô. Allô. Ouais. Ton prénom, ville d'appel. Azulflaoun. Zulflek. Azul. Azul Abakrat. de Metz. Marhaba bik. La Slama, ma femache. Alors on t'écoute, vas-y Ekma. Oui, bah voilà, je voulais juste, franchement, ça fait plaisir, je suis sur la route, il y avait des bouchons, donc voilà. Il y a des bouchons à Metz. FM Maghreb, ça fait plaisir de m'accompagner sur la voiture. Par contre, t'éviteras de remixer notre nom, c'est France Maghreb 2, hein, c'est pas FM Maghreb. Hein. Oh ouais. Ah bah oui, bah attendez. Toi tu t'appelles comment, toi? Tu nous as dit ton prénom, c'est comment? Alors, c'est Lamine. Lamine. Bah je vais pas Lamine de Metz. Je vais pas t'appeler Mohamed, hein? Bon, ouais, voilà. C'est possible aussi. Ouais, bon. Mon grand-père s'appelle Mohamed, donc c'est possible. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas Lamine et merci de ton appel. À très vite. Franchement, c'est agréable. Ah bah écoute, c'est super. Merci beaucoup. De vous écouter, c'est Mjed aussi, avec son sourire là. Ah ouais. Mais ça, Mjed, il est appelé au téléphone là. Je pense qu'il va se faire engueuler. Bon, merci beaucoup Lamine. Ça marche. Merci à vous. Ciao, aussi. Allez. À bientôt Lamine. Bon, allez, c'est fini maintenant pour ce soir. On est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien cet exercice. Il va falloir qu'on le renouvelle un peu plus régulièrement quand même. Libertad, vous l'avez constaté, c'est sans filtrage. 01 40 33 9000. Je vous souhaite une excellente soirée. Demain, on sera avec Mourad Goual, le Marseillais, et Jean-Marc Zébélus, le Parisien. Ça va être très chaud demain et on va revenir normalement probablement sur les événements de Saint-Martin. On sera en duplex avec Saint-Martin justement pour parler de la situation une semaine après l'arrivée des secours, l'arrivée des renforts sur Saint-Martin. On fera le point donc demain avec une habitante de Saint-Martin dans cette émission et d'autres sujets bien sûr. N'hésitez pas à guetter, à aller suivre les podcasts sur YouTube, la page France Maghreb 2 pour écouter le grand forum bien sûr, et aussi à aller sur Twitter LGF officiel. Et voilà, tous ces outils tels que notamment la page Facebook France Maghreb 2. Bonne soirée tout le monde, rendez-vous demain à partir de 16h. Dans un instant, l'excellent, le maître des ondes, Monsieur Medjed arrive dans un instant pour la bonne humeur jusqu'à 20h. Le rappel des titres de l'actualité. Pardon pour le retard, Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Les syndicats opposés à la réforme du droit du travail, CGT et Solidaire en tête, battent à nouveau le pavé aujourd'hui et appellent à la grève pour tenter d'infléchir la position d'un gouvernement résolu à mener son projet à terme. La démocratie, ce n'est pas la rue, a tranché aujourd'hui Emmanuel Macron depuis New York. Ils sont en colère, 1200 CRS se sont rendus indisponibles pour leurs vacations aujourd'hui afin de protester contre la fiscalisation de leur indemnité d'éloignement. Sur les 60 compagnies de CRS de service général, dites compagnies à maintien de l'ordre, 50 devaient être mobilisées aujourd'hui selon le syndicat qui estime qu'entre 35 et 40 compagnies sont touchées par ce mouvement. La plupart des CRS ont consulté leur médecin pour obtenir un arrêt maladie car ils n'ont pas le droit de grève. Une réunion est prévue demain matin à 7h30 au ministère. Je prends acte de sa décision, ce n'est pas pour moi une surprise. Je conteste l'habillage et les accusations qu'il porte. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, a réagi aujourd'hui Marine Le Pen, la présidente du Front National. Elle s'exprimait pour la première fois après l'annonce du départ de Florian Philippot du parti. De nouveaux cas autochtones de chikungunya ont été recensés dans le département du Var. Ces 2 cas autochtones s'ajoutent à 9 autres recensés depuis août dernier. Un homme a été arrêté cette nuit dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la bombe artisanale dans une rame du métro londonien vendredi, ce qui porte maintenant à 6 le nombre d'arrestations. Le jeune homme âgé de 17 ans a été arrêté vers minuit dans la banlieue sud de Londres. L'enquête continue de progresser rapidement. Le décret d'application des taxes YouTube et Netflix a été publié au journal officiel. Le but, c'est de faire participer les plateformes vidéo payantes et gratuites au financement de la création audiovisuelle via une taxe de 2%, au même titre que les autres acteurs du secteur en France. Un mot de sport, cyclisme, et le Français David Lappartient a été élu à la présidence de l'Union cycliste internationale pour les 4 prochaines années. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.